Étiquetée comme une diplômée laide du lycée et reniée par ma famille. 11 ans plus tard, je les ai rencontrés au mariage de ma sœur. Son mari a demandé, « Vous la connaissez ?» J'ai répondu, « Plus que vous ne le pensez. » Mon nom est Elizabeth Collins. J'ai 32 ans et je vis dans une ville animée, loin de la famille qui m'a renié. Les portes dorées de la salle de bal de l'Evergreen Resort ressemblaient exactement à celles de la nuit où je suis parti. Mais moi, j'étais différente. Il y a 11 ans, j'ai quitté ce bâtiment avec une valise bon marché et les larmes aux yeux. Ce soir, je suis entré vêtu d'une robe Valentino, tenant la main de mon mari, Michael, et de mon fils, Léo. Je n'étais plus la fille ratée. J'étais la PDG d'un empire médical, mais il ne le savait pas encore. J'ai balayé la pièce du regard. La musique était forte, mais mon cœur battait plus fort encore. Puis je les ai vus. Ma sœur, Grace, dans sa robe blanche. Mon père, Denny, tenant un verre de champagne. Ma mère, Margaret. Leurs yeux se sont posés sur moi. Le sourire a disparu de leur visage instantanément. C'était comme voir un fantôme. Ma mère a marché vers moi, son visage tordu par ce regard familier de dégoût. Elle n'a pas regardé ma belle robe ou ma famille heureuse. Elle n'a vu que la fille qu'elle avait jetée. « Que fais-tu ici ?» a-t-elle sifflé, sa voix basse et acérée. La pièce est devenue silencieuse autour de nous. Elle pensait pouvoir encore me blesser. Elle n'avait aucune idée de ce que j'étais devenu. Mais avant de vous raconter comment tout a basculé, aimez et abonnez-vous, laissez un commentaire. D'où nous regardez-vous? Mon nom est Elizabeth Collins. J'ai 32 ans. Le sifflement de ma mère dans la salle de bal m'a ramené instantanément. Cela m'a ramené à la pire nuit de ma vie. J'avais 21 ans. C'était un mardi. La pluie battait fort contre les fenêtres de la maison de mes parents. Je me souviens du bruit de la pluie parce que c'était le seul son dans la pièce avant que les cris ne commencent. Je me tenais dans le salon, tenant un morceau de papier. C'était un relevé bancaire. Mes mains tremblaient. J'étais allé à la banque ce matin-là pour payer mes frais de scolarité pour ma dernière année d'université. La guichetière m'a regardé avec pitié. Elle m'a dit que le compte était vide. 0. Je suis rentré chez moi, abasourdi. Quand je suis entré dans la maison, mes parents étaient assis sur le canapé, regardant la télévision. Grace était là aussi. Elle se vernissait les ongles sur la table basse. Elle avait 23 ans alors, 2 ans de plus que moi, mais elle agissait comme une adolescente. « Où est-il » ai-je demandé. Ma voix était petite. Mon père n'a pas quitté la télévision des yeux. « Où est quoi, Elisabeth ?» Mon fonds universitaire, ai-je dit. L'argent que grand-mère a laissé pour mon éducation. Le compte est vide. Ma mère a enfin levé les yeux. Elle n'avait pas l'air coupable. Elle avait l'air agacée. Elle a bu une gorgée de son thé et a posé la tasse lentement. Nous avons dû réorganiser certaines choses, a-t-elle dit. Réorganiser des choses? Je me suis rapproché. C'était 40 000 $. C'était pour mon diplôme. Il me reste 1 an. Je ne peux pas m'inscrire au cours sans ça. Grace a soufflé sur ses ongles. Elle avait l'air de s'ennuyer. Mon Dieu, Lise, arrête d'être si dramatique. Ce n'est que de l'argent. Ce n'est pas que de l'argent, Grace. C'est mon avenir, ai-je crié. Mon père s'est levé. Il était un homme imposant, et quand il était en colère, il remplissait la pièce. Ne lève pas la voix dans cette maison, jeune fille. Vous m'avez volé, ai-je crié. Je ne pouvais pas m'arrêter. Où est-ce que ça a été? Ma mère s'est levée aussi. Elle a lissé sa jupe. Grace en avait besoin. Elle était dans une mauvaise passe. Elle avait besoin d'un nouveau départ. Nous l'avons envoyée à cette retraite de bien-être à Bali. Et puis elle avait besoin d'une voiture pour aller à ses stages. J'ai regardé Grace. Elle souriait d'un air suffisant. Elle n'avait pas eu de stage depuis 3 ans. Elle passait son temps à faire du shopping et à poster des photos en ligne. Vous avez dépensé mes frais de scolarité pour des vacances pour Grace, ai-je demandé. J'avais mal au cœur. Mon estomac s'est tordu. J'ai une moyenne de 4. Je suis sur la liste du doyen.
Grace a échoué à 3 cours le semestre dernier. Grace est sensible, a claqué ma mère. Elle a besoin de notre soutien. Tu as toujours été plus forte. Tu peux prendre soin de toi. Grace a besoin d'aide. Je peux prendre soin de moi, ai-je ri, mais cela ressemblait à un sanglot. Je suis ta fille aussi. Pourquoi la choisissez-vous toujours? Pourquoi obtient-elle tout pendant que je me tue à la tâche? Parce que tu es égoïste, a dit mon père. Sa voix était froide. Tu as toujours été égoïste. Calculatrice. Tu penses que tu es meilleur que nous parce que tu lis tes livres et que tu as tes notes. Tu ne te soucies pas de cette famille. Je ne me soucie pas? Les larmes ont commencé à couler sur mon visage. Je prépare le dîner 3 soirs par semaine. Je nettoie la maison le week-end pour que vous puissiez vous reposer. Je travaille à temps partiel à la bibliothèque pour payer mes propres livres. Grace ne fait rien. Ça suffit. Mon père a pointé la porte. Si tu penses que nous sommes de si terribles parents, si tu penses que nous sommes des voleurs, alors tu peux partir. Nous ne voulons pas d'une fille ingrate dans cette maison. Je me suis figé. Quoi? Tu as entendu ton père, a dit ma mère. Elle a croisé les bras. Sors. Si tu es si intelligente, débrouille-toi toute seule. Il y a de l'orage dehors, ai-je dit. Je n'ai nulle part où aller. Pas mon problème, a dit Grace. Elle m'a enfin regardé. Ses yeux étaient froids. Peut-être peux-tu dormir à la bibliothèque. Je les ai regardés. Ma mère, mon père, ma sœur, ils étaient un mur solide de rejet. Ils ne m'aimaient pas. Je l'ai réalisé à ce moment-là. Ils ne préféraient pas seulement Grace. Ils me détestaient activement. J'étais un fardeau pour eux parce que je leur rappelais ce qu'ils n'étaient pas. J'étais responsable. Ils étaient imprudents. Je n'ai pas dit un mot de plus. Je suis allé dans ma chambre. J'ai fait une valise. J'ai pris mes vêtements, mon ordinateur portable et une photo de ma grand-mère. J'ai laissé tout le reste. Quand je suis redescendu, ils regardaient à nouveau la télévision. Ils n'ont pas levé les yeux. J'ai ouvert la porte d'entrée. Le vent hurlait. La pluie s'est projetée dans le couloir. Ne reviens pas en rampant quand tu échoueras, a crié mon père sans tourner la tête. Je suis sorti et j'ai fermé la porte. J'ai marché jusqu'à l'arrêt de bus sous la pluie. J'ai été trempé instantanément. Je me suis assise sur le banc métallique froid et j'ai pleuré jusqu'à ce que ma poitrine me fasse mal. J'avais $50 dans ma poche. Je n'avais pas de diplôme. Je n'avais pas de famille. J'étais seul. La première nuit, j'ai dormi dans une gare routière. J'avais trop peur pour vraiment dormir. Je suis resté assise, serrant ma valise, regardant les gens passer. J'avais l'impression d'avoir un panneau sur le front qui disait sans-abri ou non désiré. Le lendemain, j'ai trouvé un motel bon marché à la périphérie de la ville. Il coûtait $30 la nuit. Il sentait les vieilles cigarettes et la moisissure. La moquette était collante, mais il y avait une serrure à la porte. Je me suis assise sur le lit et j'ai fait un plan. Je n'allais pas les laisser gagner. Mon père a dit que je reviendrais en rampant. Je me suis juré là, dans cette chambre sale, que je ne leur demanderai jamais un sou. Je préférerais mourir de faim plutôt que de les supplier de m'aider. J'avais besoin d'argent rapidement. J'ai marché vers toutes les entreprises à moins de 5 miles. J'ai demandé du travail. Un restaurant appelé Pet's Place m'a embauché comme plongeuse et serveuse. Le propriétaire, un vieil homme nommé Pet, a vu ma valise et n'a pas posé de questions. $7 de leur plus les pourboires, a-t-il dit. Tu commences maintenant. J'ai attaché un tablier. J'ai lavé la vaisselle jusqu'à ce que mes mains soient à vif et rouges. J'ai servi les tables avec un sourire, même si j'étais épuisé. J'ai pris des quarts supplémentaires chaque fois que je pouvais. J'ai trouvé un minuscule studio au-dessus d'un garage. Il n'y avait pas de chauffage en hiver et pas de climatisation en été. Il faisait un froid glacial et une chaleur étouffante, mais c'était le mien. Je ne pouvais pas me permettre de retourner à mon université coûteuse. Ce rêve était mort. Mais je n'ai pas arrêté d'apprendre. Je me suis inscrite au collège communautaire local. C'était moins cher. J'ai pris des cours du soir.
mon emploi du temps pendant 3 ans était brutal. 5 heures du matin, réveil, études. De 7 heures à 15 heures, service au restaurant. De 16 heures à 19 heures, cours. De 20 heures à 24 heures, service dans une entreprise de nettoyage, récurant les sols de bureau. J'étais fatigué tout le temps. Mes os me faisaient mal. Je mangeais des nouilles instantanées tous les jours parce qu'elles coûtaient 20 cents le paquet. J'ai perdu du poids. Mes vêtements pendaient lâchement sur mon corps. Je n'avais pas d'amis. Je n'avais pas le temps pour eux. À Noël, je l'ai passé seul dans mon appartement. J'ai regardé des films sur mon ordinateur portable et j'ai mangé un sandwich. J'imaginais ma famille mangeant un grand dîner, riant, se moquant probablement de moi. Vous vous souvenez d'Elisabeth, l'abandon scolaire? Ça faisait mal. Ça faisait tellement mal. Mais la douleur est devenue un carburant. Chaque fois que je voulais abandonner, je me souvenais du sourire suffisant de Grace. Je me souvenais de ma mère disant, Grace a besoin d'aide. J'ai été transféré à l'université d'État après 2 ans. J'ai obtenu une bourse d'études complète parce que mes notes étaient parfaites. J'ai travaillé plus dur que quiconque. J'étais assise au premier rang. Je posais des questions. Pendant ma dernière année, j'ai eu une idée. J'étudiais l'ingénierie biomédicale. J'ai remarqué que les patients se remettant d'une chirurgie avaient souvent des complications parce que les médecins ne pouvaient pas les surveiller une fois rentrés chez eux. J'ai commencé à esquisser un appareil, un petit patch. Il suivrait les signes vitaux et enverrait des données directement sur le téléphone du médecin. C'était simple, mais personne ne l'avait encore bien fait. Je l'ai appelé MUA. J'ai travaillé sur le prototype dans le laboratoire universitaire la nuit. Je dormais 3 heures par nuit. J'ai rencontré Michael pendant cette période. Il était étudiant en médecine. Il m'a vu dormir à la bibliothèque un matin. Il m'a acheté un café. On dirait que tu portes le poids du monde, a-t-il dit. Il avait des yeux gentils. Juste mon propre poids, ai-je dit. Il ne s'est pas enfui quand je lui ai dit que je n'avais pas d'argent. Il ne m'a pas jugé quand je lui ai dit que ma famille m'avait renié. Il a cru en moi. Quand je lui ai montré le prototype, il n'a pas dit que c'était mignon. Il a dit, ça va changer la médecine. J'ai obtenu mon diplôme avec mention summa cum laude, première de ma promotion. Mes parents n'étaient pas là. Ils ne savaient même pas que Michael était là. Il a applaudi si fort que les gens se sont retournés pour regarder. Après l'obtention de mon diplôme, je n'ai pas cherché d'emploi. J'ai bâti mon entreprise. Michael et moi vivions dans un petit appartement. Nous mangions de la nourriture bon marché. Nous avons mis chaque dollar dans MUA. J'ai présenté mon idée à des investisseurs. La plupart d'entre eux étaient de vieux hommes. Ils m'ont regardé, une jeune femme en costume bon marché, et ils ont dit, non, c'est trop risqué. Ils ont dit, vous n'avez pas d'expérience. Mais j'étais habitué au rejet. Le rejet était ma langue maternelle. Je n'ai pas arrêté. J'ai continué à frapper aux portes. Finalement, un investisseur a dit oui. Nous avons lancé le produit. Il a explosé. Les hôpitaux le voulaient. Les médecins l'adoraient. Il a sauvé des vies. L'argent a commencé à arriver. D'abord un peu, puis beaucoup. Nous avons déménagé du petit appartement. Nous avons acheté une maison. Nous nous sommes mariés. Nous avons eu Léo. J'étais heureuse, vraiment heureuse. Mais au fond de mon esprit, il y avait toujours une ombre. Ma famille, ils étaient toujours là. Ils pensaient que j'étais morte ou en prison ou que je travaillais dans une station-service. Je ne les ai jamais appelés. Je n'ai jamais pris de leurs nouvelles. Mais je savais que ce jour viendrait. Quand l'invitation au mariage de Grace est arrivée à mon ancienne adresse universitaire, qui me transmettait le courrier, j'ai failli la jeter. Elle était adressée à Elizabeth Collins. Pas Elizabeth Ross, mon nom de femme mariée. Ils ne savaient pas que j'étais marié. Ils ne savaient pas que j'étais PDG. L'invitation était une invitation de pitié générique. Si vous êtes dans les parages, n'hésitez pas à venir. Pas de demande de confirmation de présence. Ils ne s'attendaient pas à ce que je me présente. Michael m'a vu tenir l'invitation. Tu y vas. Je l'ai regardé.
J'ai regardé notre belle maison. J'ai regardé la vie que j'avais bâtie de mes propres mains. Oui, ai-je dit. Il est temps qu'il rencontre la vraie moi. Alors, me voici. 11 ans de douleur, de travail et de silence plus tard. Debout dans la salle de bal, ma mère se tenait devant moi, me barrant le chemin. Elle portait une robe beige qui coûtait probablement plus cher que ma première voiture. Son visage était tendu de colère. Elle me regardait comme si j'étais une tache sur son tapis blanc parfait. Je t'ai posé une question, a-t-elle dit, sa voix baissant jusqu'à un murmure dur pour que les invités à proximité n'entendent pas. Que fais-tu ici? Qui t'a invité? J'ai reçu une invitation, ai-je dit calmement. J'ai fouillé dans ma pochette. Je ne la lui ai pas tendue. Je l'ai juste brandie. Adressée à Elizabeth Collins. Mon père s'est approché d'elle. Il avait l'air plus vieux. Ses cheveux étaient complètement blancs maintenant. Il a regardé Michael, puis Léo, et enfin moi. Il n'avait pas l'air heureux de voir son petit-fils. Il avait l'air méfiant. Nous l'avons envoyé par courtoisie, a grommelé mon père. Nous ne pensions pas que tu aurais l'audace de te présenter. Regarde-toi. Tu fais une scène. Je ne fais pas de scène, ai-je dit. Je suis ici. Ma mère m'a regardé de haut en bas à nouveau. Elle a semblé confuse par ma robe. C'était une Valentino. Elle était élégante, vert foncé, et parfaitement ajustée à mon corps. Ce n'était pas quelque chose qu'une serveuse abandonnaire pouvait se permettre. As-tu loué cette robe? Essaies-tu de mendier de l'argent? Parce que si tu es ici pour demander une aumône, tu peux faire demi-tour. Grace est apparue derrière eux. Elle était magnifique dans sa robe de mariée, mais son visage était pâle. Elle m'a regardé avec de grands yeux. Elle n'avait pas l'air d'une mariée heureuse. Elle ressemblait à une enfant prise en train de voler des biscuits. Liz, a-t-elle couiné? Bonjour, Grace, ai-je dit. Félicitations. Tu dois partir, a dit Grace rapidement. Elle a regardé autour de la pièce nerveusement. Tu n'as pas ta place ici. C'est un événement mondain, Liz. Il y a des médecins ici, des gens importants. Tu vas me faire honte. Te faire honte, ai-je répété. Oui, tout le monde te connaît, tu sais. Une ratée. Grace a touché nerveusement ses cheveux. Vas-y, s'il te plaît. Je te donnerai de l'argent pour un taxi. Elle a tendu la main vers son sac sur une table voisine. Elle essayait de me payer pour que je parte à nouveau, tout comme ils avaient payé pour qu'elle ait tout pendant que je n'avais rien. Avant que je puisse répondre, Michael s'est avancé. Il a posé une main sur le bas de mon dos. Sa prise était chaude et ferme. Garde ton argent, a dit Michael. Sa voix était profonde et portait bien. Il ne chuchotait pas. Ma femme n'a pas besoin de ton argent. Mon père a froncé les sourcils à Michael. Et qui êtes-vous? Je suis Michael Ross, a-t-il dit. Il a tendu la main, mais mon père ne l'a pas prise. Michael a baissé la main, mais a gardé le menton haut. Et voici notre fils, Léo. Vous vous êtes mariés, a dit ma mère avec un sourire narquois. Je suppose que c'est une façon de survivre. Trouvez un homme pour prendre soin de vous puisque vous ne pouviez pas vous débrouiller seul. J'ai ressenti un éclair de colère, chaud et vif. Mais je l'ai repoussé. Je n'avais plus besoin de crier. Je n'avais plus besoin de hurler sous la pluie. En fait, a dit Michael, la coupant. Je ne prends pas soin d'elle. Nous prenons soin l'un de l'autre. Mais si nous parlons de qui paie les factures, vous devriez savoir à qui vous parlez. Nous savons qui elle est, a claqué Grace. C'est ma sœur décrocheuse. Elle est la PDG de MUA, a dit Michael. Il l'a dit clairement. Les mots sont restés en suspens pendant 3 secondes. Il y a eu un silence. Mon père a cligné des yeux. MUA? L'entreprise médicale, la société de technologie médicale, a corrigé Michael. Celle qui vient de signer un contrat avec tous les grands hôpitaux de l'État. Celle qui a été présentée dans Forbes le mois dernier. Elizabeth l'a fondée. Elle l'a bâtie. Elle la dirige. Ma mère a poussé un petit rire nerveux. Ne sois pas ridicule, Elizabeth. Elle n'a même pas pu finir l'université.
Est-ce Elizabeth Collins? La voix venait de derrière moi. Un homme en smoking s'est approché. Je l'ai reconnu immédiatement. C'était le docteur Iris, le chef de chirurgie à l'hôpital Saint-Jude. C'était l'un des hommes les plus respectés de la pièce. Il ne regardait pas Grace. Il me regardait. Son visage était illuminé d'un sourire. « C'est vous » a dit le docteur Iris. Il a tendu la main et m'a serré la main avec enthousiasme. Je vous ai vu entrer, mais je n'étais pas sûr. L'éclairage ici est terrible. Madame Ross, c'est un honneur, vraiment. Mes parents se sont figés. Ils ont regardé le docteur Iris me serrer la main comme si j'étais de la royauté. Merci, docteur Iris, ai-je dit, souriant professionnellement. C'est un plaisir de vous revoir. Avez-vous reçu le nouveau prototype que nous vous avons envoyé? Oui. Il est brillant, s'est-il extasié. Il s'est tourné vers mes parents, qui se tenaient la bouche légèrement ouverte. Vous devez être ses parents. Vous devez être incroyablement fiers. MUA a révolutionné la façon dont nous gérons les soins post-opératoires. Votre fille est un génie. Un génie, littéralement. La couleur s'est retirée du visage de ma mère. Elle a regardé le docteur Iris, puis moi, puis à nouveau le docteur Iris. Elle a essayé d'esquisser un sourire, mais cela ressemblait à une grimace. Nous oui, bien sûr, a balbutié mon père. Il avait l'air perdu. Nous ne savions pas qu'elle était active dans ce domaine, a dit ma mère faiblement. Active, le docteur Iris a ri. Elle domine le domaine. Elle est la conférencière principale de la conférence médicale nationale le mois prochain. J'espère juste pouvoir obtenir un siège au premier rang. Plus de gens commençaient à regarder. Le murmure, MUA, a traversé la foule. Dans cette salle remplie de médecins et d'administrateurs d'hôpitaux, MUA était un nom familier. Cela signifiait innovation. Cela signifiait argent. Cela signifiait pouvoir. Grace se tenait là, serrant son bouquet si fort que ses phalanges étaient blanches. Elle avait l'air petite. Soudain, sa robe de mariée coûteuse n'avait plus l'air si impressionnante. Son jour important était éclipsé, et elle le savait. Je ne savais pas que tu connaissais le docteur Iris, a chuchoté Grace. Son ton n'était plus supérieur. Il était effrayé. Il y a beaucoup de choses que tu ne sais pas, Grace, ai-je dit doucement. Ma mère a essayé de se reprendre. Elle s'est rapprochée de moi, sa voix changeant instantanément. Elle est devenue d'une douceur écœurante, la voix publique qu'elle utilisait pour charmer les gens. Elisabeth, chérie, pourquoi ne nous as-tu rien dit? Elle a tendu la main pour toucher mon bras. J'ai reculé d'un demi-pas. Sa main est retombée le long de son corps. Vous dire, ai-je demandé. Vous m'avez dit de partir et de ne jamais revenir. Vous m'avez dit que j'étais un échec. J'ai juste suivi vos instructions. Oh, ne sois pas bête. Elle a ri nerveusement, jetant un coup d'œil au docteur Iris pour voir s'il avait entendu. Les familles se disputent. C'est ce que nous faisons. Mais regarde-toi. Tu es une réussite, Denny. Regarde, notre fille est PDG. Mon père a gonflé la poitrine. Oui. Eh bien, la pomme ne tombe jamais loin de l'arbre, n'est-ce pas? Nous savions toujours qu'elle avait de l'ambition. Je l'ai regardée. L'audace était à couper le souffle. Ils essayaient de réécrire l'histoire en temps réel. Ils voulaient revendiquer mon succès. Ils voulaient s'attribuer le mérite de la femme que j'étais devenue, malgré le fait qu'ils avaient essayé de la détruire. Je n'ai pas crié. Je ne les ai pas traités de menteurs devant le docteur Iris. J'ai juste souri, un sourire froid et poli. Je pense que l'arbre a essayé d'abattre la pomme. En fait, ai-je dit agréablement. Mon père s'est étouffé avec sa boisson. Le docteur Iris a eu l'air confus un instant, sentant la tension. Eh bien, je ne veux pas m'immiscer dans une réunion de famille, mais Elisabeth, s'il vous plaît, gardez une danse pour moi plus tard. J'ai des questions sur l'intégration des capteurs. Bien sûr, docteur, ai-je dit. Il s'est éloigné. Le cercle autour de nous semblait différent maintenant. Les gens me regardaient avec respect. Ils regardaient mes parents avec confusion. Grace a regardé son mari, Daniel, qui parlait à un groupe d'hommes de l'autre côté de la pièce.
Elle avait l'air terrifiée qu'il s'approche. S'il te plaît, a sifflé Grace sous son souffle. Ne gâche pas ça pour moi. Daniel vient d'une famille très importante. Si tu fais une scène, je ne suis qu'une invitée, Grace, ai-je dit. Les invités ne font pas de scène. Ils existent, c'est tout. Mais mon existence était le problème. Mon existence prouvait qu'elle était une menteuse. Et en regardant ses mains tremblantes, j'ai réalisé qu'elle le savait aussi. Le dîner de réception commençait. Des serveurs se déplaçaient avec des plateaux d'argent. Le niveau sonore dans la pièce était élevé, teinté de verre, rire, musique. Michael, Léo et moi étions assis à une table vers l'arrière. Mes parents ne nous avaient évidemment pas assignés de table, alors l'organisateur de mariage avait frénétiquement mis en place 3 places supplémentaires à la table 19, qui était principalement occupée par des cousins éloignés qui ne m'avaient pas vu depuis mon adolescence. Ils étaient polis, mais maladroits. Ils m'ont demandé ce que je faisais. Quand je leur ai dit que je dirigeais une entreprise de technologie, ils ont hoché la tête poliment, ne comprenant clairement pas l'ampleur de la chose. Je n'ai pas expliqué. J'ai juste coupé le poulet de Léo et bu mon eau. J'ai vu Daniel, le marié, faire ses tours. C'était un homme grand avec des yeux gentils et un sourire nerveux. Il semblait être un homme bon. Il serrait des mains, remerciant les gens d'être venus. Il s'est dirigé vers la table 19. Quand il est arrivé à nous, il s'est arrêté. Il m'a regardé puis la carte de nom sur la table. Elizabeth Collins. Il a froncé les sourcils. Un regard de confusion sincère a traversé son visage. Il s'est penché. Elizabeth, a-t-il demandé. La sœur de Grace. Je me suis levé pour lui serrer la main. Oui. Bonjour, Daniel. Félicitations. Il a pris ma main, mais il n'a pas lâché immédiatement. Il me fixait. Je ne pensais pas que vous viendriez, a dit Grace. Il s'est arrêté. Il avait l'air mal à l'aise. Qu'est-ce que Grace a dit, ai-je demandé. J'ai gardé ma voix douce. Je n'étais pas en colère contre lui. Il n'était qu'une autre personne que Grace avait manipulée. Daniel a jeté un coup d'œil vers la table d'honneur où Grace riait bruyamment avec ses demoiselles d'honneur. Il m'a regardé à nouveau. Elle a dit que vous étiez incapable de voyager. Elle a dit que vous aviez des problèmes financiers. Elle a dit qu'elle vous avait envoyé de l'argent, mais que vous n'aviez jamais répondu. J'ai senti Michael se raidir à côté de moi. J'ai posé une main sur son bras pour le calmer. Daniel, ai-je dit, Grace ne m'a jamais envoyé d'argent, pas une seule fois. Daniel a eu l'air confus, mais elle m'a parlé du fonds universitaire. Elle a dit, tu as abandonné parce que tu faisais trop la fête et que tu as raté tes cours. Elle a dit que ses parents ont essayé de t'aider, mais tu t'es enfui. Le mensonge était si précis. C'était presque impressionnant. Elle avait pris la vérité et l'avait complètement inversée. Elle projetait ses propres échecs sur moi. C'est ce qu'elle vous a dit, ai-je demandé. Oui, a dit Daniel. Il a regardé ma robe. Il a regardé la montre coûteuse de Michael. Il a regardé la façon dont je me tenais. Mais vous n'avez pas l'air d'avoir des problèmes financiers. Je n'en ai pas, ai-je dit. Et le docteur Aéris, a continué Daniel, les sourcils froncés. Je l'ai vu vous parler plus tôt. Il avait l'air de vous connaître. Il utilise la technologie de mon entreprise, ai-je dit. Votre entreprise, a demandé Daniel. MUA, a dit Michael. Il s'est levé aussi. Elizabeth est la fondatrice et PDG de MUA. La mâchoire de Daniel s'est littéralement décrochée. C'était un médecin. Il savait exactement ce qu'était MUA. Vous avez inventé le capteur post-opératoire à distance. Oui, ai-je dit. Daniel avait l'air d'avoir été giflé. Il a reculé, passant une main dans ses cheveux. Je ne comprends pas, Grace a dit que vous aviez abandonné. Elle a dit que vous n'étiez pas capable. J'ai obtenu mon diplôme summa cum laude de l'université d'État, ai-je dit. J'ai travaillé 3 emplois pour le payer. Je n'avais pas de fonds universitaire, Daniel. Mes parents ont pris mon fonds universitaire, $40 000, et l'ont utilisé pour envoyer Grace dans une station balnéaire à Bali et lui acheter une voiture. Daniel m'a regardé fixement. Quoi? Demandez-lui,
ai-je dit calmement. Demandez-lui la tempête de 2012. Demandez-lui pourquoi je suis parti avec une seule valise. Demandez-lui qui a réellement échoué à ses cours. Daniel a de nouveau regardé la table d'honneur. Grace buvait du champagne. Elle avait l'air insouciante, mais Daniel avait l'air malade. Les pièces du puzzle s'assemblaient dans son esprit. Elle m'a dit qu'elle avait obtenu son diplôme avec mention, a chuchoté Daniel. Elle m'a dit qu'elle avait un diplôme en biologie. En a-t-elle un, ai-je demandé. Avez-vous déjà vu son diplôme? Daniel est devenu pâle. Elle parle de choses médicales, a dit Daniel. Mais il avait l'air d'essayer de se convaincre. Elle connaît la terminologie. Elle vous écoute. J'ai dit qu'elle répétait ce qu'elle entendait. Grace est intelligente. Daniel, elle est socialement intelligente. Elle sait comment imiter les gens, mais elle ne connaît pas la biologie, et elle n'a certainement pas obtenu son diplôme avec mention. Daniel m'a regardé. Ses yeux cherchaient un mensonge, mais il n'en a pas trouvé. Il a vu la vérité calme et stable sur mon visage. Il a vu la femme qui réussissait devant lui, contredite par les histoires d'une sœur ratée. Pourquoi, a-t-il demandé. Pourquoi mentirait-elle à votre sujet? Pourquoi ses parents la suivraient-ils? Parce que si je suis l'échec, ils n'ont pas à se sentir mal de ce qu'ils m'ont fait, ai-je expliqué. Et si je suis l'échec, Grace a l'air meilleure en comparaison. J'étais le bouc émissaire, Daniel. J'ai toujours été le bouc émissaire. Daniel a regardé son alliance. Elle n'avait que quelques heures. Il avait l'air dévasté. J'ai épousé une étrangère, a-t-il chuchoté. Vous avez épousé une version d'elle, ai-je dit. Mais les fondations sont fissurées. Daniel. La voix de Grace a retenti de la table d'honneur. Elle s'était levée, agitant un verre. Viens ici. Nous devons couper le gâteau. Daniel a tressailli au son de sa voix. Il l'a regardé, puis de nouveau moi. La gentillesse dans ses yeux a été remplacée par une résolution dure et froide. C'était un homme de science. Il traitait des faits et il venait de réaliser que toute sa relation était bâtie sur une hypothèse qui s'était avérée fausse. Excusez-moi, a dit Daniel. Sa voix était monocorde. Il n'est pas retourné à la table d'honneur avec un sourire. Il a marché d'un pas raide et en colère. Il n'est pas allé au gâteau. Il a marché directement vers Grace. Je me suis rassis. Michael m'a pris la main sous la table. Il sait, a dit Michael. Oui, ai-je répondu. Il sait. Je les ai regardés. Daniel disait quelque chose à Grace. Le sourire de Grace a vacillé. Elle a ri, essayant de minimiser, lui touchant la poitrine. Daniel s'est retiré. Mes parents ont remarqué. Ils se sont penchés, l'air inquiet. La pièce était encore bruyante, mais pour Grace, le silence commençait. Le délitement avait commencé, et je n'avais rien à faire d'autre que de rester assise et de boire mon eau. La vérité était une chose lourde, et Grace portait un mensonge depuis trop longtemps. Son dos était sur le point de se briser. La tension à table était palpable. Michael mangeait son dîner calmement, mais ses yeux étaient vifs. Il observait tout. Léo jouait avec un petit pain, inconscient que le passé de sa mère explosait à quelques tables de là. J'ai observé Daniel. Il n'a pas fait de scène immédiatement. Il était plus intelligent que ça. C'était un médecin, un homme de science. Il voulait des preuves empiriques. Il voulait tester son hypothèse devant ses pairs. Il a guidé Grace vers un groupe d'hommes debout près du bar. Je les ai reconnus. 2 d'entre eux étaient membres du conseil d'administration de l'hôpital où Daniel travaillait. Un autre était un spécialiste invité de Chicago. C'étaient des hommes sérieux. J'ai vu Daniel leur chuchoter quelque chose. Les hommes ont eu l'air surpris, puis intéressés. Ils ont tourné leurs yeux vers Grace. Grace souriait, tenant son verre de champagne, jouant le rôle de la femme de médecin parfaite. Elle pensait être présentée comme une collègue. Elle n'avait aucune idée qu'on la menait dans un piège. Je me suis levé. Je veux entendre ça, ai-je chuchoté à Michael. Nous nous sommes approchés lentement, faisant semblant de prendre des verres au bar. Nous nous sommes tenus assez près pour entendre chaque mot.
Grace, a dit Daniel, sa voix assez forte pour couvrir la musique jazz. Le docteur Evans discutait justement des dernières recherches sur la régénération cellulaire. Je lui ai parlé de votre thèse à Stanford. Celle sur quoi déjà? Les variants de la mitose. Grace s'est figée. Son sourire est resté plaqué sur son visage, mais ses yeux ont balayé la pièce comme un animal piégé. Oh, Daniel, a-t-elle ri, un son aigu et cassant. Pas ce soir. C'est notre mariage. Pas de discussion professionnelle. C'est tellement ennuyeux pour tout le monde. Absurdité, a dit le docteur Evans. C'était un homme aux cheveux gris avec d'épaisses lunettes. J'adorerais en entendre parler. Daniel dit, vous avez obtenu votre diplôme avec mention. Stanford a un programme rigoureux. C'était il y a longtemps, a balbutié Grace. Elle a bu une grande gorgée de champagne. Je me suis tellement concentré sur d'autres choses ces derniers temps. Des œuvres de bienfaisance, vous savez. Mais vous vous souvenez sûrement du sujet de votre thèse, a insisté Daniel. Il ne souriait plus. Son visage était comme de la pierre. Vous m'avez dit qu'elle avait été publiée. J'ai essayé de la trouver en ligne pour la montrer à mes collègues, mais je n'ai pas pu la localiser. Dans quelle revue était-ce? Le cercle de personnes autour d'eux est devenu silencieux. Les invités à proximité ont cessé de parler. Ils ont senti le changement dans l'air. Ce n'était plus une conversation amicale. C'était un interrogatoire. Mes parents, qui rôdaient à proximité, sentant des problèmes, sont intervenus. Daniel, vraiment, a dit ma mère, posant une main sur son bras. Grace est fatiguée. Elle a eu une longue journée. Ne grillons pas la mariée. Je suis juste fier de ma femme, a dit Daniel, repoussant la main de ma mère. Il ne l'a pas regardée. Il a gardé les yeux sur Grace. Je veux que tout le monde sache à quel point elle est intelligente. Allez, Grace. Explique le concept de base de ton diplôme. Le visage de Grace est devenu rouge vif. Des gouttes de sueur ont commencé à perler sur son front. Elle m'a regardé. Elle m'a vu debout là, l'observant. Pendant une seconde, ses yeux m'ont supplié. Aide-moi. Je n'ai pas bougé. Je n'ai pas parlé. J'ai juste regardé. Je ne me sens pas bien, a chuchoté Grace. Stanford n'offre pas de diplôme de biologie à distance, Grace, a dit Daniel. Sa voix était comme un coup de fouet. Le silence dans la pièce était absolu maintenant. Même le groupe semblait s'être tu. Quoi, a chuchoté Grace. J'ai appelé le bureau d'enregistrement ce matin, a menti Daniel. Ou peut-être pas. Peut-être qu'il savait juste. Je voulais te surprendre avec une copie encadrée de ton diplôme puisque tu as dit avoir perdu le tien. Ils n'ont aucune trace de toi, Grace. Pas de Grace Collins, pas de diplôme, pas de mention. Il doit y avoir une erreur, a tempêté mon père. Il s'est avancé, le visage violet. Comment oses-tu? Le jour de son mariage. Comment oserais-je? Daniel s'est tourné vers mon père. Vous m'avez dit qu'elle était la savante. Vous m'avez dit qu'Elisabeth était l'échec. Vous vous êtes assis dans mon salon et vous m'avez raconté des histoires sur les études nocturnes de Grace. Mentiez-vous aussi, Denny? Mon père a ouvert la bouche, mais aucun mot n'est sorti. Il a regardé Grace, attendant qu'elle trouve un mensonge pour les sauver. Mais Grace n'avait plus de mensonge. J'ai suivi des cours, a crié Grace soudainement. Elle avait l'air hystérique. Oui. J'ai suivi des cours en ligne. C'est la même chose. Ce n'est pas la même chose qu'un diplôme de Stanford, a crié Daniel en retour. Et vous n'avez pas seulement menti sur l'école. Vous avez menti sur tout. Vous avez menti sur votre sœur. Daniel m'a pointé du doigt. Toutes les têtes de la pièce se sont tournées pour me regarder. C'est Elisabeth, a annoncé Daniel à la pièce. La femme que vous avez tous dit être une droguée décrocheuse. C'est la PDG de MoveTech. Elle conçoit l'équipement que la moitié de vos médecins utilisent dans vos salles d'opération. Des halètements ont traversé la foule. J'ai vu le docteur Iris hocher la tête solennellement. Elle est la réussite, a dit Daniel, sa voix brisée. Et vous êtes la fraude. Grace a éclaté en sanglots. Ce n'était pas un joli pleur.
C'était un sanglot hideux et convulsif. Elle a laissé tomber son verre de champagne. Il s'est brisé sur le sol en marbre, le son résonnant comme un coup de feu. « Je te hais » a-t-elle crié à Daniel. Puis elle s'est retournée et m'a crié. « Je te hais. Tu as tout gâché. » Elle a rassemblé ses lourdes jupes et s'est enfuie. Elle a traversé la foule, bousculant un serveur, et s'est enfuie vers les doubles portes. Mes parents sont restés là, exposés. Les gens les regardaient avec un dégoût évident. Ils avaient l'air petits. Ils avaient l'air pathétiques. J'ai senti une main sur mon épaule. C'était Michael. « Tu veux partir » a-t-il demandé. « Pas encore » ai-je dit. « Je dois aller aux toilettes. » Je me suis dirigé vers les toilettes des dames. Le couloir était silencieux, un contraste saisissant avec le chaos de la salle de bal. J'entendais le bruit étouffé de sanglots venant de l'intérieur. J'ai poussé la porte. C'était une salle de bain chic avec des canapés en velours et des miroirs dorés. Grace se tenait près des lavabos. Elle s'aspergeait le visage d'eau, ruinant son maquillage professionnel. Son mascara coulait sur ses joues entraînées noires. Elle ressemblait à une version cauchemardesque d'une mariée. Elle m'a vu dans le miroir. Elle s'est retournée. L'eau lui coulait du menton sur sa robe. « Sors » a-t-elle crié. « Sors. N'as-tu pas fait assez de mal ?» Je suis entré et j'ai laissé la porte se refermer derrière moi. Je l'ai verrouillée. Je n'ai rien fait, Grace. J'ai dit, ma voix était calme. Cela l'a effrayée. Elle était habituée à me voir crier, pleurer, supplier. Elle ne savait pas comment gérer cette version de moi. « Tu t'es montré » a-t-elle accusé. « Tu t'es montré dans cette robe avec ton mari riche, agissant comme si tu étais tellement meilleur que tout le monde. Tu as fait ça exprès. Tu voulais m'humilier. Je suis venu au mariage de ma sœur, ai-je dit. J'étais invité. Tu sais, nous ne voulions pas de toi ici, a-t-elle hurlé. Elle a attrapé une serviette en papier et s'est frotté violemment le visage. Nous avons seulement envoyé l'invitation pour que papa puisse dire qu'il a essayé. Tu étais censé rester loin. Tu étais censé être la perdante. Pourquoi, ai-je demandé. Je me suis appuyé contre le comptoir en marbre. J'ai croisé les bras. Pourquoi était-il si important pour moi d'être la perdante? Grace, tu avais tout. Tu avais l'amour des parents. Tu avais l'argent. Tu avais les vacances. Pourquoi as-tu eu besoin de détruire ma réputation aussi? Grace m'a fusillé du regard. Sa poitrine se soulevait. Parce que tu me faisais paraître mal, a-t-elle craché. Même quand nous étions enfants, tu lisais toujours. Tu avais toujours des arts, maman et papa te regardaient et puis ils me regardaient et je pouvais le voir dans leurs yeux. Ils souhaitaient que je sois intelligente comme toi. Alors, tu as volé mon fonds universitaire, ai-je demandé. Je le méritais, a-t-elle hurlé. J'avais besoin d'une pause. J'étais stressée. Et toi? Tu n'avais pas besoin d'aide. Tu t'en sors toujours. Tu es comme un cafard, Elisabeth. Tu survis toujours. J'ai survécu parce que je devais le faire, ai-je dit, froide comme la glace. J'ai mangé des nouilles pendant 3 ans. J'ai récuré des toilettes. J'ai dormi dans une chambre sans chauffage pendant que tu étais à Bali. Et regarde-toi maintenant, a-t-elle fait un geste sauvage vers ma robe Valentino. Tu es riche, tu as gagné. Alors pourquoi me tortures-tu? Je ne te torture pas, ai-je dit. Je laisse juste les gens voir la vérité. Tu as construit une vie sur des mensonges, Grace. Tu as épousé un homme qui est tombé amoureux d'une fausse personne. Tu as menti sur ton diplôme. Tu as menti sur moi. Pensais-tu vraiment pouvoir continuer comme ça pour toujours? J'aurais pu, a-t-elle pleuré. Si tu n'étais pas revenu, non, j'ai secoué la tête. Daniel n'est pas stupide. Il aurait fini par le découvrir. Et quand il l'aurait fait, il t'aurait quitté. Peut-être avec un bébé impliqué. Peut-être 10 ans plus tard. Je t'ai en fait rendu service. J'ai mis fin à ce lateau. Grace s'est affaissée contre le lavabo. Elle avait l'air vaincue. La combativité la quittait. Il va me quitter, a-t-elle chuchoté. Il va annuler le mariage. Probablement, ai-je dit.
Ma vie est finie, a-t-elle sangloté. Maman et papa, ils vont être tellement en colère contre moi. Ils détestent paraître mal. Ils ne te détestent pas, Grace. J'ai dit, ils sont comme toi. Ils t'ont rendu capable. Ils ont créé ce monstre. Ils sont tout aussi coupables. Grace m'a regardé. Ses yeux étaient rouges et gonflés. Peux-tu lui parler? Il t'écoute. Dis-lui. Dis-lui que je suis désolé. Dis-lui que j'obtiendrai un diplôme. S'il te plaît, Lise, aide-moi juste cette fois. C'était le même schéma. Me blesser, puis me supplier de l'aide. Me chasser, puis demander une faveur. J'ai regardé ma sœur. J'ai regardé la personne qui m'avait vu partir sous une tempête sans argent et n'avait pas levé le petit doigt. Non, ai-je dit. Grace a cligné des yeux. Quoi? Non, ai-je répété. Je ne vais pas arranger ça pour toi. Je ne vais pas lui parler. Je ne vais pas te donner d'argent. Je ne vais pas mentir pour toi. Mais nous sommes une famille, a-t-elle gémi. Une famille ne traite pas les gens comme tu m'as traité, ai-je dit, j'ai une famille, Grace. Ils s'appellent Michael et Léo. Tu n'es qu'une parente et une étrangère. Je me suis détaché du comptoir. J'ai ajusté ma robe. Bonne chance, Grace, ai-je dit. Je me suis retourné et je suis sorti. Elle a crié mon nom en partant, mais je ne me suis pas arrêté. Je n'ai pas regardé en arrière. Quand je suis retourné dans la salle de bal, l'atmosphère avait complètement changé. Avant, c'était un mariage. Maintenant, c'était une scène de crime. Des groupes de personnes chuchotaient, se serrant les uns contre les autres. La musique s'était arrêtée. Le gâteau était posé, non coupé, dans un coin, l'air ridicule. Mes parents étaient assis à leur table. Ils étaient seuls. Personne n'était assis avec eux. Les gens évitaient activement leur côté de la pièce. Ma mère serrait son sac à main, fixant droit devant elle, son visage un masque de choc. Mon père buvait beaucoup. Quand je suis entré, les têtes se sont tournées. Mais cette fois, les regards n'étaient pas jugeurs. Ils étaient respectueux. Certains avaient l'air désolés. Je me suis dirigé vers Michael et Léo. Elle va bien, a demandé Michael. Elle pleure, ai-je dit. Elle survivra. Madame Ross. Je me suis retourné. C'était le docteur Evans, l'homme avec qui Daniel avait parlé plus tôt. Il avait l'air gêné. Je voulais juste m'excuser, a-t-il dit. Il tenait ses mains jointes maladroitement. On nous a raconté une histoire très différente de la vôtre, les beaux-parents de Daniel, vos parents. Ils ont brossé un tableau très spécifique. Je me sens idiot d'y avoir cru sans vous avoir rencontré. Ce n'est pas votre faute, docteur Evans, ai-je dit poliment. Les menteurs peuvent être très convaincants, surtout quand ce sont vos parents. Eh bien, il s'est éclairci la gorge. Je sais que ce n'est pas le moment, mais le conseil d'administration est très intéressé par les capteurs MUA pour notre unité pédiatrique. Peut-être pourrions-nous organiser une réunion la semaine prochaine dans de meilleures circonstances. Appelez mon bureau lundi. J'ai dit, mon assistante s'en chargera. Il a hoché la tête, m'a serré la main et s'est éloigné. J'ai regardé mes parents. Ma mère m'a vu. Elle s'est levée. Elle a commencé à marcher vers moi. Elle avait ce regard dans les yeux, le regard qui disait qu'elle allait essayer de manipuler la situation. Elle allait essayer de l'arranger. Elle m'a atteinte et a essayé de sourire. C'était grotesque. Elisabeth, a-t-elle dit essoufflée. Dieu merci, tu es de retour. Grace va bien, elle a juste un moment. De grandes émotions, tu sais. Mais écoute, nous devons faire de la gestion de crise. Daniel est furieux. Tu dois aller lui parler. Dis-lui que c'était un malentendu. Dis-lui que Grace a bien suivi ses cours, mais qu'il y a peut-être eu une erreur de paperasse. Je l'ai fixé. Je ne pouvais pas le croire. Même maintenant, avec le désastre autour d'elle, elle voulait que je mente. Êtes-vous sérieuse, ai-je demandé. Elisabeth, s'il te plaît. Elle a baissé la voix. C'est embarrassant pour la famille. Si Daniel la quitte, ce sera un scandale.
Nous avons une réputation dans cette ville. Vous avez une réputation, je l'ai corrigée. Je ne vis pas ici. Ne sois pas méchante. Mon père nous a rejoints. Il sentait le scotch. Nous sommes tes parents. Tu nous dois de la loyauté. Nous t'avons élevé. Vous m'avez élevé jusqu'à mes 21 ans. J'ai dit, puis vous m'avez jeté comme une poubelle. Vous avez volé mon argent. Vous m'avez effacé. Nous avons fait ce que nous pensions être le mieux. Ma mère a claqué. Grace avait plus besoin de nous. Et maintenant elle a encore besoin de vous, ai-je dit. Allez la réconforter. Elle est dans la salle de bain en pleurs parce que son mari a découvert qu'elle était une fraude. Allez arranger ça. C'est ce que vous faites, n'est-ce pas? Vous arrangez Grace. Tu es sans cœur. Mon père a grogné. Michael s'est levé. Il dominait mon père. Il n'a pas dit un mot. Il s'est juste placé entre moi et lui. Mon père a reculé d'un pas, intimidé. Je pense que nous en avons fini ici, ai-je dit. J'ai regardé autour de la pièce. J'ai vu Daniel assis seul sur la scène, la tête dans les mains. J'ai vu les invités ignorer mes parents. J'ai vu la ruine de leur image parfaite. J'ai réalisé quelque chose alors. Je ne me sentais plus en colère. Je ne me sentais plus blessé. Je me sentais libre. Pendant 11 ans, j'avais porté le poids de leur rejet. Je m'étais demandé si peut-être j'étais impossible à aimer. Peut-être étais-je difficile. Mais en restant là, les regardant paniquer parce que leurs mensonges étaient exposés. J'ai vu la vérité. C'étaient des gens faibles. C'étaient de petites personnes effrayées qui vivaient dans un monde fantastique. Et j'étais réel. Michael, ai-je dit, allons-y. Volontiers, a-t-il dit. Il a pris Léo, qui commençait à s'endormir. Attendez, a appelé ma mère. Elle avait l'air désespérée maintenant. Elisabeth, ne pars pas. Nous pouvons en discuter. Nous pouvons trouver un arrangement. Elle voulait probablement demander de l'argent. Ou peut-être qu'elle ne voulait tout simplement pas être laissée seule avec le désordre qu'elle avait créé. Je n'ai pas répondu. J'ai pris la main de Michael. Nous avons traversé le centre de la salle de bal. Les invités se sont écartés pour nous comme la mer Rouge. Ils nous ont regardés avec admiration. J'ai tenu la tête haute. Ma robe Valentino a frémi doucement. J'ai dépassé la table où j'avais été assigné, la table 19, et dépassé la table d'honneur où j'aurais dû être assise. J'ai marché vers la sortie. Les portes dorées étaient ouvertes. L'air de la nuit attendait. Nous sommes sortis des lourdes portes vitrées de l'Evergreen Resort et avons respiré l'air de la nuit. Il était frais et froid. Il sentait les aiguilles de pin et la pluie. C'était exactement la même odeur que la nuit où je suis parti il y a 11 ans. Mais tout le reste était différent. Il y a 11 ans, j'ai franchi une porte comme celle-ci avec une valise bon marché, frissonnant dans une veste fine, terrifié de l'endroit où je dormirais. Je n'avais que $50 à mon nom. Je me sentais comme la plus petite personne du monde. Je me sentais comme une poubelle. Ce soir, je suis sorti en tenant la main d'un homme qui m'adorait. Mon fils dormait profondément dans les bras de son père, en sécurité et aimé. Un voiturier trottait déjà vers nous pour nous apporter notre voiture. Le silence dehors était magnifique. À l'intérieur de la salle de bal, ma famille implosait. À l'intérieur, il y avait des cris, des pleurs et l'éclatement d'une fausse vie. Mais dehors, c'était juste le silence. J'ai pris une profonde inspiration. J'ai rempli mes poumons d'air froid. J'ai attendu la douleur. J'ai attendu de me sentir triste. J'ai attendu cette vieille voix familière dans ma tête qui disait « Pourquoi ne m'aime-il pas ? Qu'est-ce qui ne va pas chez moi ?» Mais la voix n'est pas venue. Au lieu de cela, j'ai senti un poids se soulever de mes épaules. C'était une sensation physique. J'avais l'impression d'avoir porté un lourd sac à dos rempli de pierres pendant une décennie, et je venais enfin de le laisser tomber par terre. Michael m'a regardé alors que le voiturier garait notre voiture. Il a placé Léo doucement dans le siège auto à l'arrière. Puis, il s'est tourné vers moi. « Tu vas bien ?» a-t-il demandé. Ses yeux cherchaient mon visage. Il était prêt à me réconforter.
Il était prêt à me serrer dans ses bras si je pleurais. Je l'ai regardé et j'ai souri. C'était un vrai sourire. Je ne vais pas seulement bien, Michael, ai-je dit. J'ai fini. Fini. Je suis libre, ai-je dit. J'ai passé tellement de temps à essayer de leur prouver qu'ils avaient tort. J'ai passé tellement de temps à espérer qu'un jour ils me verraient, qu'ils s'excuseraient, qu'ils réaliseraient ce qu'ils avaient perdu. J'ai regardé en arrière les fenêtres lumineuses de la salle de bal. Je pouvais voir des silhouettes de personnes bouger frénétiquement. Mais ce soir, ai-je continué, j'ai réalisé qu'ils n'en étaient pas capables. Ce sont des gens brisés. Ce ne sont pas des monstres puissants. Ce ne sont que de tristes petits menteurs, et je n'ai besoin de rien d'eux. Ni de leur amour, ni de leur approbation, ni même de leurs excuses. Michael a souri. Il a tendu la main et a glissé une mèche de cheveux derrière mon oreille. Tu n'as pas seulement survécu à eux, Liz, a-t-il chuchoté. Tu t'es élevé au-dessus d'eux. Tu es à des kilomètres au-dessus d'eux. Rentrons à la maison, ai-je dit. Nous sommes montés dans la voiture. En nous éloignant, j'ai regardé le complexe disparaître dans le rétroviseur. Je n'ai pas regardé en arrière avec nostalgie. Je n'ai pas regardé en arrière avec colère. J'ai regardé en arrière comme on regarde une maison où l'on a vécu il y a longtemps. Un endroit qui garde des souvenirs mais qui n'est plus chez soi. Mon téléphone a commencé à vibrer dans mon sac à main. Je l'ai sorti. C'était un message de ma mère. Elisabeth, tu ne peux pas juste partir. Nous devons présenter un front uni. Daniel parle d'une annulation. Reviens et aide-nous à arranger ça. Puis un autre de mon père. Fille ingrate, tu as gâché la soirée de ta sœur. J'ai regardé les messages. Dans le passé, ces mots m'auraient coupé comme un couteau. Ils m'auraient fait pleurer pendant des jours. Maintenant, ils ressemblaient juste à des mots sur un écran. J'ai appuyé sur le bouton de blocage du numéro de ma mère. Puis j'ai appuyé sur blocage du numéro de mon père. Puis de Grace. J'ai remis le téléphone dans mon sac à main. Qui était-ce, a demandé Michael, jetant un coup d'œil depuis le siège conducteur. Personne, ai-je dit. Juste du spam. J'ai tendu la main et j'ai tenu la petite main de Léo dans le siège auto. Il a serré mon doigt dans son sommeil. J'avais ma famille. J'avais mon empire. J'avais ma vérité. J'ai fermé les yeux et j'ai laissé le ronronnement du moteur me bercer dans un silence paisible. Les conséquences se sont produites rapidement, comme je l'avais prédit. 2 semaines après le mariage, la nouvelle m'est parvenue par le bouche à oreille de la communauté médicale. Daniel avait déposé une demande d'annulation pour fraude. Elle a été accordée presque immédiatement. C'était un médecin respecté et les preuves étaient accablantes. Grace n'avait jamais obtenu son diplôme de Stanford. Elle ne s'était même jamais inscrite. Le scandale a fait parler de lui en ville pendant environ 1 mois. Dans leur cercle de la haute société, la réputation est tout. Mes parents, qui avaient passé toute leur vie à essayer de paraître parfaits, étaient soudainement des parias. Ils ont cessé d'être invités aux fêtes. Leurs amis ont cessé de les appeler. Ils ont essayé de me joindre, bien sûr. Ma mère a envoyé des lettres à mon bureau. J'ai reconnu son écriture sur les enveloppes instantanément. Elisabeth, s'il te plaît. Nous sommes une famille. Nous souffrons. Nous avons besoin d'aide financière pour faire face aux frais juridiques. Grace est dans une mauvaise passe. Je ne les ai pas ouvertes. Je les ai mises directement dans le destructeur de documents. Je n'étais pas cruel. Je protégeais ma paix. Je savais que si j'ouvrais cette porte, même une fente, ils inonderaient de leur toxicité. Ils me videraient de ma substance et me blâmeraient ensuite d'être vide. J'avais établi une limite. Et pour la première fois de ma vie, je me respectais suffisamment pour la maintenir. Environ 2 mois après le mariage, mon assistante m'a fait signe. Mademoiselle Collins, le docteur Daniel Brooks est ici pour vous voir. Il a un rendez-vous. Je me suis légèrement raidi. Faites-le entrer. Daniel est entré dans mon bureau. Il avait l'air différent de la dernière fois que je l'avais vu au mariage. Il avait l'air fatigué, mais aussi plus lucide. Il ne portait pas de smoking. Il portait un costume et une blouse de médecin. Il s'est arrêté dans l'encadrement de la porte et a regardé autour de lui.
Mon bureau était de verre et d'acier, surplombant le panorama de la ville. C'était un symbole de tout ce que j'avais construit. C'est une vue impressionnante, a-t-il dit. Ça m'aide à réfléchir, ai-je répondu. Je me suis levé et j'ai fait signe vers une chaise. S'il vous plaît, asseyez-vous, Daniel. Il s'est assis. Il tenait un dossier sur ses genoux. Je ne suis pas là pour parler d'eux, a-t-il dit. Bien, ai-je dit. Je suis là pour les capteurs pédiatriques, a-t-il dit, tapotant le dossier. Le docteur Evans m'a dit que vous étiez ouverte à un partenariat avec Saint-Jude. Je voulais présenter la proposition personnellement. Nous avons parlé affaires pendant 20 minutes. Il était professionnel, vif et intelligent. Il m'a traité avec un respect absolu. Il m'a traité comme une PDG, pas comme une sœur ratée. Quand nous avons eu fini, il s'est levé pour partir. À la porte, il a fait une pause. Elle est de nouveau chez eux, a-t-il dit doucement. Je n'ai pas eu besoin de demander de qui il parlait. Grace, a-t-il continué. Elle est de retour dans son ancienne chambre. Vos parents sont bien, ils sont misérables. Ils blâment tout le monde sauf eux-mêmes. Principalement, ils vous blâment. J'imagine bien, ai-je dit calmement. Je voulais juste dire, Daniel s'est tourné pour me faire face. Je suis désolé. Je suis désolé de les avoir crus. Je suis désolé de ne pas avoir vérifié les faits plus tôt. Vous ne méritiez pas ça. Merci, Daniel. J'ai dit, mais vous n'avez pas à vous excuser. Vous avez aussi été victime de leurs mensonges. Il a hoché la tête. Vous aviez raison. Vous savez ce qu'est la famille. Qu'est-ce que vous voulez dire? La famille n'est pas le sang, a-t-il dit. La famille, ce sont les gens qui vous disent la vérité. Les gens qui sont réellement présents. Il est parti. Je me suis dirigé vers la fenêtre et j'ai regardé la ville. J'ai pensé à Grace. Elle était de retour dans cette maison, piégée dans le même cycle de dysfonctionnement avec mes parents. Ils passeraient le reste de leur vie à se rendre mutuellement misérables, se nourrissant de l'amertume des uns et des autres, réécrivant l'histoire pour se faire passer pour les héros. J'ai ressenti une pointe de pitié pour eux, mais je ne me sentais pas responsable d'eux. Je suis retourné à mon bureau. J'avais du travail à faire. Cet après-midi-là, j'ai eu une réunion avec un groupe d'étudiants boursiers. J'avais lancé un nouveau programme par l'intermédiaire de MUA. Il s'appelait l'initiative de la seconde chance. Il offrait une bourse d'études complète et un mentorat à de jeunes femmes qui avaient été abandonnées par leur famille ou qui avaient fait face à une crise financière qui les avait forcées à abandonner l'université. Je suis entré dans la salle de conférence. 10 jeunes femmes étaient assises là. Elles avaient l'air nerveuses. Elles portaient des costumes bon marché comme celui que j'avais l'habitude de porter. Elles avaient l'air fatiguées comme j'avais l'habitude d'avoir l'air. Quand je suis entré, elles se sont redressées. Bonjour, ai-je dit. Je suis Elisabeth. Je me suis assise à la tête de la table. Je veux entendre vos histoires, leur ai-je dit. Je veux savoir où vous voulez aller, et ensuite je vais vous aider à y arriver. Une fille, une jeune femme avec des cernes sous les yeux, a levé la main. Mademoiselle Collins, a-t-elle dit doucement. Pourquoi faites-vous cela? Vous êtes PDG. Pourquoi vous souciez-vous de nous? Je l'ai regardée. J'ai vu mon reflet dans ses yeux. J'ai vu la fille assise à l'arrêt de bus sous la pluie. Parce que je sais ce que c'est de se faire dire qu'on n'est rien, ai-je dit. Et je sais que la meilleure vengeance n'est pas la colère. La meilleure vengeance est le succès, j'ai souri. Mais plus important encore, ai-je ajouté, je sais que parfois il faut construire sa propre famille à partir de zéro, et qu'il faut construire son propre avenir. Je suis juste là pour vous donner les briques. La fille a souri en retour. C'était un sourire plein d'espoir. Je suis rentré chez moi ce soir-là dans une maison remplie de bruit. Michael préparait le dîner, quelque chose qui sentait l'ail et le romarin. Léo courait dans une cape de super-héros, poursuivant le chien. Je suis entré dans la cuisine. Michael s'est retourné et m'a embrassé. « Comment s'est passée ta journée ?» a-t-il demandé. « Elle était parfaite, ai-je dit. Et elle l'était. Je n'avais pas la famille dans laquelle j'étais né. Je n'avais pas la mère qui faisait des biscuits ou le père qui m'a conduite à l'hôtel. Je n'avais pas la sœur qui était ma meilleure amie, mais j'avais ça.
J'avais la vérité. J'avais la loyauté. J'avais un amour que j'avais gagné et un amour qui était réel. J'ai soulevé les hauts et les fait tourner jusqu'à ce qu'ils gloussent. Mes parents m'avaient jeté dans la tempête, espérant que je me noierais. Ils n'ont jamais compris que la tempête était l'endroit où j'avais appris à nager.